Attention, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé, effectivement, je ne vais pas garder la parole. Je vais céder tout de suite la parole au professeur Maurice Kamto. Je vais tout de suite céder la parole au professeur Maurice Kamto, donc le président élu de la République du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale. Donc je demande, voilà, essayez de laisser de la place aux autres pour les objectifs. On va démarrer tout de suite. Vous avez la parole et le micro au besoin. Il fallait quelque chose pour monter le micro, Yannick. Parce que c'est pas pratique. Mesdames, Messieurs, les journalistes, chers invités, c'est un plaisir particulier d'être parmi vous ce matin, après une année 2019 assez compliquée. C'est peu dire que ma présence aujourd'hui à Paris est l'aboutissement incontestable d'une lutte acharnée, déterminée du peuple camerounais dans toutes ses composantes, les Camerounais de l'intérieur comme ceux de la diaspora, mais aussi d'une attention exceptionnelle, sans précédent, je dois le dire, de la communauté internationale, grâce au travail de fourmi des médias internationaux, ceux qui ont une influence sur l'opinion des décideurs, c'est grâce à ce travail, à l'ensemble de ce travail, que je peux me tenir devant vous aujourd'hui et vous parler en homme libre. Mais je ne parle pas pour moi-même, en tout cas pas pour moi seul. Je parle pour des centaines de militants et de sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été illégalement arrêtés et détenus, certains pendant 9 mois, d'autres encore, puisque au moment où je vous parle, hélas, je dois dire qu'il y a encore 15 de nos camarades qui sont en détention, dont le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Yakoubadi Mota. Et si je m'arrête un instant sur Mamadou Yacouba Mota, ce n'est pas seulement parce qu'il est le premier vice-président du MRC. C'est parce que pour ceux qui connaissent un tant soit peu la topographie politique compliquée du Cameroun, c'est un symbole en soi. Il vient de la partie septentrionale de notre pays et, contre vents et marées, il a affirmé son engagement pour que notre pays retrouve plus de liberté et surtout entre dans le train du progrès collectif dans lequel la plupart des nations africaines sont entrées. Je suis là aujourd'hui donc pour rendre témoignage de ceux-là qui n'ont pas la chance, la même chance que moi et les centaines d'autres qui ont été, pour certains, libérés sur la base de l'arrêt des poursuites et pour d'autres, libérés provisoirement puisqu'ils sont poursuivis libres et en cours des peines qui, pour certains, peuvent aller jusqu'à 20 ans, sinon plus. Alors, je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire un grand merci d'être le témoin d'un moment particulier de l'histoire de mon pays. C'est un tournant
et un tournant que nous réussirons à négocier, ou alors nous irons dans le décor. Et notre option a toujours été au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de négocier ce tournant de la manière la plus apaisée possible. C'est une option fondamentale que nous avons choisie librement dès la création de notre parti en 2012. Changement dans la paix et par les urnes. Vous pouvez trouver ça sur le site de notre parti, c'est dans notre programme de société depuis 2012. Évidemment, on aurait voulu, parce que ça aurait arrangé beaucoup de gens, que nous choisissions une autre option, celle de la violence. Mais d'abord, rien, absolument rien, ni personne ne nous fera dérailler de notre choix initial, qui est un choix mûrement réfléchi, parce que nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que la guerre est la preuve évidente que la politique a échoué. La politique est là pour empêcher que ne survienne la guerre. Car partout où il y a eu la guerre, on la termine autour d'une table de discussion, de dialogue ou de négociation. Alors pourquoi perdre le temps de faire le détour de la guerre avec tant de morts, avec tant de destruction et de larmes inutiles? Donc ce n'est pas simplement un choix politique, c'est aussi un choix philosophique qui s'adosse sur notre humanisme profond. Et je suis convaincu que les Camerounais ont entendu. Ils l'ont fait de manière massive. Oh, n'y voyez pas quelques faiblesses. Parce que très souvent, on a pensé que nous ne savions pas demander aux Camerounais de descendre dans la rue ou nous-mêmes aller au-devant des difficultés. Loin s'en faut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au terme d'une analyse, mais aussi de nos propres convictions profondes, que nous avons partagé cela avec notre parti politique. Le Cameroun, disais-je, il y a un tournant, en fait, à la croisée des chemins. Et nous vivons un moment où notre pays fait face à une guerre civile, interne, dévastatrice, inutile, parce qu'on aurait pu en faire l'économie. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont un désastre et interpellent notre conscience. Je me demande comment des dirigeants aimant leur pays peuvent accepter que la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest, sud-ouest anglophones de notre pays ait pu se créer et surtout perdure depuis 3 ans. Elle est venue, cette situation du nord-ouest et du sud-ouest, amplifier une situation de déstabilisation, d'insécurité, qui a commencé dans la partie septentrionale du pays, dans l'extrême nord du pays, avec les attaques de Boko Haram, qui font, ou qui ont fait au moins autant de victimes que dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une guerre presque oubliée alors qu'elle se poursuit. Il y a eu une période d'accalmie, mais cette guerre continue. Et vous savez, il y a quelques 2 ou 3 semaines, il y a eu encore une attaque terrible, violente, avec beaucoup de morts à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria. Nous ne pouvons donc pas faire comme si ce conflit était derrière nous, il est encore devant nous. Donc il vient s'y ajouter de façon dramatique, alors que dans le nord-ouest, nous sommes confrontés à une menace externe de groupes armés qui ne sont pas basés sur notre territoire, et donc on peut dire que c'est un conflit contre un ennemi extérieur. Au Cameroun, dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, ce sont des Camerounais qui combattent d'autres Camerounais. Et les victimes sont aussi bien les soldats de nos forces de défense que les populations civiles innocentes prises entre 2 feux et les groupes armés. Je ne vais pas ici refaire le récit de la crise anglophone. Ceux qui s'intéressent un tant soit peu au Cameroun en connaissent les origines. Mais je ne peux pas manquer de dire qu'il est de la responsabilité de tout pouvoir, de tout gouvernement, justement de répondre
aux interpellations dont il fait l'objet, c'est-à-dire d'apporter des réponses aux insatisfactions de ses citoyens. Et dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce sont des insatisfactions qui se sont exprimées de façon pacifique au départ, qui ont pris la dimension d'un conflit armé. Suivant les sources, ce conflit aurait déjà fait 3 000 morts pour certains, 12 000 morts pour d'autres. La vérité doit être quelque part entre les deux. Dans tous les cas, il y a plus de 3 000 morts. Entre 800 000 et 1 million de déplacés internes. Entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria. C'est la première fois dans l'histoire, toute jeune, de mon pays, que nous avons des réfugiés. Nous avons une tradition d'accueil des réfugiés. Nous n'étions pas connus comme un pays qui produit des réfugiés. Et là, nous avons quelques 40 000 de nos compatriotes au Nigeria. Il ne faut pas être de quelque parti politique que ce soit au Cameroun pour faire ce constat amer. Nous devons tous, collectivement, en tant que citoyens d'un même pays, avoir un sursaut national. Qu'est-ce qui nous arrive? Avant même de poser les problèmes du développement, sur lesquels je dirais brièvement quelques mots. Qu'est-ce qui fait que le Cameroun, qui pendant longtemps était considéré comme un havre de paix, il ne s'y passait rien, donc tout allait bien, soit devenu justement, même si l'actualité, parenthèse, en France, sauf quelques médias que je voudrais ici remercier, ne rend pas suffisamment compte de la tragédie camerounaise comparée à d'autres conflits. Même le conflit centrafricain, que je ne néglige pas, peuple que je respecte, semble attirer plus d'intérêt et plus de lumière que ce qui se passe dans mon pays. Entre 4,5 millions d'habitants d'un côté et 30 millions de l'autre. Entre un pays qui est au carrefour de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Le Cameroun est une clé, c'est un État charnière. Et j'ai l'impression que nous continuons à faire la politique comme elle se faisait encore dans les années 50 et 60. Les choses ont radicalement changé. Le Cameroun est un pays dont 80% de la population a moins de 35 ans. Il faut se rendre compte de ce que ça représente, avec un taux de chômage parmi les plus élevés en Afrique, mais avec un potentiel incomparable. Des pays comme la République démocratique du Congo, en termes de potentiel, ne nous dépassent qu'à cause de la taille du pays, mais en termes de ressources disponibles, les deux pays peuvent effectivement souffrir une comparaison. Et donc, d'où vient-il que nos jeunes croient subitement que leur salut, c'est le désert du Sahara et la Méditerranée? Point d'aboutissement ultime, car la plupart n'atteindront jamais l'Europe fantasmée. Il y a donc un problème, il y a une interpellation. Et je suis de la génération qui a dit, nous n'allons pas transférer sur nos enfants nos propres combats, les combats d'aujourd'hui. Je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller et qui, hélas, doit terminer sa vie en le voyant cracher. Et nous avons dit non. C'est notre devoir impérieux d'apporter notre contribution. Et donc je suis venu à Paris pour dire merci aux Camerounais, à tous les Camerounais. Je ne fais pas de distinction entre eux. Je ne fais aucune distinction entre eux. Même pas vis-à-vis de ceux qui se sont donnés pour métier de m'insulter à longueur de journée dans les médias. C'est sans importance. Je les aime tous. Oh, quelqu'un a dit un jour, ben on ne vous aime pas. Mais je n'ai pas besoin, moi, de leur permission pour les aimer. Je les aime tous. Parce que je considère que c'est ma mission, dans la politique camerounaise, de rassembler tout le monde. Parce que seul un peuple rassemblé peut aller au-devant de son propre destin. Personne n'y arrivera seul. Et collectivement, nous n'y arriverons pas en rang dispersé. Mais nous n'y arriverons que si nous prenons conscience du défi immense qui est devant nous et que collectivement, nous pouvons nous donner la main pour y arriver. Je ne vais pas aller plus loin que cela parce que je pense que
la presse qui s'est déplacée ici a des contraintes que nous connaissons. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion samedi, dans 2 jours, je crois, après-demain, en tout cas, de nous voir pour que je délivre, sur la base un peu du canevas que j'ai tracé ici, le message complet que je voudrais délivrer à mes compatriotes de la diaspora et peut-être au-delà à la diaspora africaine, parce qu'il est temps. Il est temps effectivement que l'Afrique se pense, et les Africains surtout se pensent d'abord comme des êtres humains, et qu'il y a une universalité de l'homme, et évite des postures et de se réfugier paresseusement dans le fait que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas comme les autres. Alors si vous n'êtes pas comme les autres, ne demandez pas qu'on vous traite comme les autres. Mais si vous êtes des êtres humains, vous avez droit au même respect et à la même dignité, et vous avez alors également le devoir impérieux de vous redresser et de vous affirmer dans votre humanité. Je vous remercie. Merci. Maintenant, on va procéder à ces discussions. Donc, Vincent Hugeux de l'Express. Je vous présente déjà, alors que c'est un exercice que vous deviez faire vous-même. Merci. No offense. Je dois être le livre ex de l'Express de Monsieur Camteau, bonjour. Bonjour. Je crois que c'était en novembre dernier, à la faveur d'une conférence de presse, vous aviez évoqué, je vous cite de mémoire, un projet d'élimination physique à votre encontre et à l'encontre de plusieurs cadres de votre parti. Êtes-vous en mesure de nous livrer des éléments factuels tendant à étayer cette hypothèse, s'agissant des commanditaires et des exécutants virtuels? Merci. Question directe et simple. Je ne pourrais évidemment pas rendre public ici quoi que ce soit. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un démenti quelconque de qui que ce soit de mes propos. Au demeurant, je vous dirais que lorsque nous avons créé le MRC en 2012, un tel projet également existait. Nous l'avions dit en son temps. En produisant d'ailleurs à ceux qui étaient à l'origine le document qui nous permettait de faire une telle affirmation. Mais vous comprendrez aisément que je ne puisse pas venir ici étaler à la presse des informations qui, si elles n'étaient pas dignes de foi, n'auraient pas pu être prononcées, en tout cas formulées par moi-même. Merci. À notre média. Alors. Bonjour, Florence Maurice-Salafi. J'aimerais savoir pourquoi vous faites cette tournée pendant la campagne pour les élections législatives et municipales. Je sais bien que votre parti boycott, vous nous aviez dit que vous alliez faire une campagne de boycott actif. Quelle forme va prendre ce boycott? Est-ce que vos hommes peuvent mener campagne pour le boycott sur le terrain au Cameroun? Par ailleurs, j'aimerais savoir si, de votre point de vue, le statut spécial qui a été adopté par les 2 chambres pour les zones anglophones est un début de solution à cette crise. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui selon vous? Je vous remercie. Pourquoi est-ce que je fais cette tournée? Je crois que si la question était arrêtée à ce niveau, j'aurais été, j'allais dire, plus à l'aise pour y répondre. Mais je dis, pourquoi faites-vous cette tournée alors qu'il y a une campagne électorale au Cameroun? Là, il y a un couplage que j'ai du mal à comprendre. D'abord parce que je n'ai aucune obligation d'être au Cameroun pendant qu'il y a une campagne électorale. Même si j'étais candidat, ça ne dépend que de moi. Donc je suis parfaitement libre d'être candidat à une élection et de ne pas participer à la campagne. C'est moi qui cours le risque de l'échec, donc ça ne devrait pas poser un problème. Mais de surcroît, et vous l'avez dit vous-même, nous avons, en tant que parti politique, le Conseil national, qui est l'instance de décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun entre 2 conventions. C'est l'instance de décision. C'est réuni le 25 novembre 2019 pour prendre
la décision de ne pas participer aux élections couplées, législatives et municipales du 9 février 2020. Alors, pourquoi est-ce que une délégation du MRC ne pourrait-elle pas se déplacer pendant cette période? Ce d'autant que une visite à la diaspora était programmée bien avant que nous soyons arrêtés arbitrairement et détenus illégalement pendant 9 mois. C'était programmé. Les salles étaient louées à l'époque ici à Paris. Mais nous n'avons pas pu le faire. Donc, de surcroît, après, il y a eu cette détention et le travail, la contribution de la diaspora dont je viens de parler, il était tout à fait normal et légitime que je vienne exprimer au nom de mes camarades qui n'ont pas pu faire ou qui ne peuvent pas faire le voyage avec moi, notre profonde reconnaissance, je l'ai dit à la communauté internationale, mais à la diaspora camerounaise, toute la diaspora camerounaise. Le boycott est une décision politique qui ne se prend pas à la légère. Et l'option initiale de notre parti avait été, au moment de sa création, de ne pas faire la politique de la chaise vide. Mais il est des moments où les circonstances vous amènent à revoir une décision que vous aviez adoptée de bonne foi et peut-être sans être confronté à la dure réalité qui est celle de la politique. Nous n'avons pas décidé de boycotter les élections par posture. C'est une décision grave individuellement pour chacun de nos militants. Et ils sont nombreux, ceux qui voulaient être candidats. Mais c'est également une décision grave collectivement pour notre parti parce que, au regard de la législation actuelle au Cameroun, nous courons donc le risque futur de ne même pas avoir de candidat à une élection présidentielle puisque une des conditions, c'est que vous ayez un élu. Mais nous avons pris en âme et conscience cette décision parce que nous ne croyons pas que la politique ne soit que l'univers du mensonge et du jeu. C'est d'abord, avant tout pour nous, un engagement pour changer les choses, pour transformer la société. Et donc nous avons pris cette décision pour 2 motifs. Le Conseil national les a examinés et en a débattu longuement. Le premier motif, c'est la poursuite de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et permettez-moi de saisir l'occasion de votre question pour revenir brièvement sur le fait que depuis la création de notre parti en 2012, cela figure dans notre projet de société. En français et en anglais, nous avions dit qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait le régler par le dialogue. Je l'ai réitéré le 26 juin 2016 lors d'un meeting à Bamenda, qui est la capitale de la région du nord-ouest dans la zone anglophone. Disant, il y a un problème anglophone, il faut le régler par le dialogue. Et en octobre, la crise anglophone ou les protestations des anglophones, octobre 2016 a commencé. Le 10 décembre 2016, j'étais à Ngaoundéré pour faire un meeting politique. Lorsque les premières images de Camerounais qui brandissaient l'arbre de la paix sont parvenus sur mon téléphone. Les Camerounais manifestant pacifiquement sur qui on avait tiré. Les premiers morts tombaient alors. J'ai dit que c'est un désastre pour notre pays parce que dès lors que vous versez le sang, vous fertilisez la cause. De génération en génération, les enfants demanderont pourquoi leurs parents sont morts, pourquoi ils sont orphelins. Et l'affaire ne finira jamais. J'ai donc réorienté tout mon meeting sur la crise anglophone. Et nous avons fait des propositions concrètes. Je ne vais pas revenir dessus, ce serait long. On n'a pas été suivi. Avant l'élection présidentielle de 2018, nous avons fait des propositions. Les vidéos existent, les textes existent sur notre site.
Lorsque nous étions en détention, madame, nous avons fait des propositions. On a continué à contribuer. Lorsqu'on a convoqué le grand dialogue national, nous avons contribué en envoyant une délégation pour remettre au Premier ministre qui devait présider le grand dialogue des propositions qui pour nous étaient les conditions du succès du grand dialogue. On n'a jamais été suivi. Alors vous me posez la question, est-ce que le statut spécial issu du grand dialogue est un début de solution? Posé comme ça, je dirais oui, tout est un début de solution, puisque c'est un pas par rapport au déni qui existait avant, puisqu'avant le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Donc le seul fait de reconnaître aujourd'hui qu'il y a une crise anglophone, d'organiser un dialogue à ce sujet et de dire qu'on propose un statut spécial, en soi est un premier pas. Je vous signale en passant que moi-même j'ai proposé en 2017 le statut spécial pour les régions anglophones. Décentralisation plus statut spécial. Personne ne m'a écouté. À ce moment-là, on nous prenait pour des illuminés, il n'y avait pas de crise anglophone. Au moment où on propose le statut spécial, il est trop tard. Parce qu'après, prenons même le chiffre le plus bas, après 3 000 morts, 800 000 déplacés internes, voire 1 million pour certains, 40 000 réfugiés, 3 années de scolarité perdues. Est-ce qu'on s'imagine? C'est une génération perdue. Qu'est-ce que nous allons faire dans 10 ans avec ces enfants? Qu'allons-nous faire dans 20 ans avec ces enfants qui n'ont pas pu aller à l'école? Est-ce qu'on y pense de temps en temps? Une économie des 2 régions par terre, puisque le gouvernement lui-même a déclaré le nord-ouest et le sud-ouest régions fiscalement sinistrées. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'activité économique. Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est le gouvernement lui-même. Donc, quand on propose cette solution, nous disons trop peu, trop tard. Ça ne peut pas être une réponse. Ce d'autant plus que, si l'on était sincère et qu'on avait à cœur de régler le problème, on aurait dû débattre du statut spécial dans le cadre du grand dialogue pour lui donner un contenu, pour que les anglophones, même qu'on a choisis, n'est-ce pas, puissent donner leur point de vue là-dessus. Personne ne sait le contenu de ce statut spécial. Dans tous les cas, nous avons dit et redit, nous ne croyons pas que la décentralisation avec un statut spécial pour les 2 régions anglophones soit la réponse aujourd'hui. Donc voilà, en guise de réponse à vos questions, j'espère que je n'ai rien oublié, ce que je pourrais dire. Oui. Oui, bonjour, Christine Holzbauer-Gay, Sputnik France. Bonjour, monsieur Pinto. Bonjour, madame. Heureuse de vous revoir. Merci. Juste pour rebondir sur le boycott, donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Les élections vont avoir lieu. La MRC s'élimine lui-même d'office. Vous allez reprendre des manifestations, des marches. Au sein de votre propre parti, je pense à M. Kigué, ça a fait grincer beaucoup de dents. Des gens sont partis. M. Kigué, oui. des gens sont partis. Ça n'est pas l'air d'être une unanimité la plus totale. Donc ma première question, c'est quelle stratégie vous allez appliquer, parce que les élections vont avoir lieu de toute façon et la MRC n'aura pas aucun siège. Et ma deuxième question, c'est, vous dénonciez tout à l'heure le peu de couverture des médias français, parce qu'en fait, il semble y avoir un parti pris des autorités françaises en faveur du président Biya. Est-ce que vous avez senti un frémissement de la mission française? Est-ce que vous avez pu rencontrer un certain nombre de responsables? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des soutiens ou la situation est toujours la même? Merci. Je voudrais d'abord dire ceci. Il y a une petite erreur sur le statut politique de certaines personnes. Monsieur Paul-Éric Kingé n'est pas militant du MRC. Il n'a jamais été militant du MRC. Il était un allié du candidat Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous avions un accord de parti à parti avec son parti qui s'appelle le MPCN. Le MPCN. Donc on avait un accord que si on était victorieux à la présidentielle, on irait aux législatives et municipales ensemble et qu'on se soutiendrait mutuellement en fonction du niveau d'implantation de chaque parti dans telle ou telle circonscription.
Pour faire simple, voilà les termes de notre accord. Donc, si c'est là, pour vous, le signe de dissension au sein du MRC, vous voyez bien qu'il n'y a pas de dissension puisqu'il ne s'agit pas d'un militant du MRC. Quelle est la stratégie du MRC? D'abord, si le MRC avait, et forcément tout parti politique qui se respecte et qui est sérieux a une stratégie, il ne viendrait pas l'exposer à la presse. Je pense que la notion de stratégie, dans son essence même, veut qu'on ne rende pas public une stratégie, sinon c'en est plus une. Donc voilà. Et donc, voilà. Mais maintenant, vous avez dit, est-ce que vous allez prendre les marches? Il y a un certain nombre de choses. Nous avons l'avantage au MRC d'annoncer et d'afficher ce que nous faisons, généralement. Et dans mon message à mes compatriotes à la fin de l'année 2019, nous avons indiqué très clairement les étapes suivantes. Nous avons dit, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que par tous les moyens, nos camarades qui sont encore en détention soient libérés. Mamadou Yacoba Mota et les 14 autres, y compris Serge Branco Nana, dont on nous dit d'ailleurs que sa vie pourrait être en danger puisqu'il est détenu en fou et que son avocat n'a pas pu le rencontrer alors qu'il n'a pas pu se présenter au tribunal, il n'a pas été extrait. Et quand son avocat, Maître Shinju, est allé lui rendre visite en fou, on l'a éconduit. Donc, et il y en a d'autres. Nous sommes en train de nous battre. Sur le plan interne, toutes les procédures judiciaires sont engagées. Et tous nos avocats sont mobilisés pour suivre ces procédures de façon à ce que nous ayons un aboutissement heureux des poursuites qui sont engagées contre eux. Mais si cela ne prospérait pas, et il faut craindre au regard de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, où nous avons épuisé toutes les procédures judiciaires, y compris les procédures incidentes, et à aucun moment nous n'avons obtenu gain de cause sur plus de 200 dossiers. Plus de 200 dossiers. Jamais on n'a obtenu gain de cause. Ne serait-ce que même en termes de libération provisoire ou d'habeas corpus. Alors que nous étions interpellés avec du personnel de maison qui était là juste pour faire leur travail. Il y a une dame qui travaille chez un de nos alliés, camarades, qui s'est retrouvée interpellée et détenue avec nous pendant 9 mois, avec les mêmes charges. C'est-à-dire qu'elle encourait la peine de mort comme nous, pour hostilité à la patrie. Contre la patrie, pardon. Hostilité contre la patrie parce qu'elle est derrière les fourneaux pour préparer à manger pour la maisonnée. Ça, c'est une conception absolument particulière de l'hostilité contre la patrie. Il faudrait laisser mourir de faim la maisonnée, et là, il n'y aurait pas d'hostilité. Mais enfin, donc, nous allons nous battre pour que tous nos camarades injustement arrêtés et détenus soient libérés. Et nous avons dit, deuxième point, nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral au Cameroun. C'est la première fois que j'entends que dans un pays, les dirigeants d'un parti politique qui demandent la réforme des règles du jeu électoral soient considérés comme des ennemis de la patrie, pourchassés. Nous sommes allés en prison pour avoir marché pacifiquement le 26 janvier 2019. Pourquoi? C'était pour 3 choses. Nous disions non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il faut ramener la paix, le retour de la paix, arrêter de massacrer les Camerounais. Non au hold-up électoral, parce que le résultat de l'élection présidentielle de 2018 a été détourné. Et troisièmement, non au hold-up des finances publiques, parce que nous avons perdu l'organisation de la CAN 2019 après que l'État eut débloqué, dit-on, 1000 ou 2000 milliards de francs CFA, dont on ne sait pas la destination. Et personne
n'a été sanctionné, il n'y a eu aucune commission d'enquête. Et c'est ce que nous demandions, ce n'était pas plus que ça, il n'y avait rien d'autre. Voilà ce pourquoi on nous a jetés en prison. Parce que des Camerounais ont cru, naïvement, que l'on pouvait faire l'alternance par les urnes. Ils croyaient que c'était une possibilité d'épargner justement la casse de la guerre à notre pays en travaillant sur le plan électoral pour gagner une élection. Voilà ce pourquoi nous avons passé 9 mois. Et donc, depuis notre sortie de prison, croyez-vous qu'on a autorisé la tenue d'un seul meeting de notre parti? Non, madame. Jusque dans nos sièges, le siège du MRC, nous ne pouvons pas tenir de réunion. Nous avons organisé des campagnes d'inscription massive, d'adhésion massive au MRC. Et on n'a pas pu tenir ces réunions à nos sièges parce qu'on a été dispersés. Au moment où je vous parle, à Bafoussam, cette semaine, on a encore interdit une réunion du MRC. Après notre sortie de prison, nous avons déposé des déclarations c'était pas des marches, hein, j'ai dit des meetings, c'est-à-dire des réunions fixes. Des meetings fixes, ce n'était pas des marches. À Ibolova, à Yaoundé et à Douala. Dans les 3 cas, on a interdit nos réunions. Dites-moi un parti politique qui ne peut pas tenir de meeting. Comment s'adresse-t-il et à ses militants et à ses compatriotes? Donc en réalité, tout est fait pour nous pousser dans la radicalité, parce que justement, c'est en réalité la recette du régime, c'est de dire, c'est des destructeurs, c'est la radicalité, ils cassent partout, ce sont des casseurs. Mais très rapidement, on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Et tout ce que nous disons en permanence, c'est vous qui violez les lois. Et en réalité, c'est nous qui sommes les gardiens des lois. Ils ont interdit nos réunions. On a saisi la justice. Vous croyez que la justice a examiné nos recours? Non. Dans 2 ou 3 cas, la justice a attendu que la date du meeting passe pour qu'elle dise votre requête est sans objet, puisque la date à laquelle vous vouliez tenir le meeting est déjà passée. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, quand vous me dites qu'est-ce qui vient après et que devient, il ne faut pas prendre de façon dramatique le fait que le MRC puisse ne pas aller aux élections futures. Vous croyez vraiment que la vie politique camerounaise va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. Que le MRC va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. La vie politique est essentiellement dynamique. Elle est essentiellement dynamique. Et nous ferons en sorte, pour ceux qui y pensent, nous ferons en sorte que le MRC ne disparaisse jamais de la scène politique camerounaise. Il faudra faire avec nous. Oui, monsieur Ah oui, sur la France. Le problème, je ne peux pas faire un lien entre on va dire ça comme ça, le peu d'intérêt de certains médias français à ce qui se passe dans notre pays et la position du gouvernement français. Personne de sérieux ne pourrait faire cela, parce que je pense que les médias en France, en tout cas, ceux qui ne sont pas des médias officiels, des journaux privés et tout ça, sont assez libres pour pouvoir effectivement couvrir les événements. Maintenant, ce que je peux vous dire, non peut-être pas uniquement sur le cas de la France, mais sur le cas d'autres pays, c'est que le gouvernement camerounais, le régime en place, ne regarde pas à la dépense quand il s'agit justement de tout faire pour que personne ne parle du Cameroun. Que l'on dise c'est un pays stable, il ne s'y passe rien, donc ça se passe très bien. Je ne vous dis pas le nombre de cabinets de lobbying qu'ils payent aux États-Unis. L'information existe, si vous cherchez un peu, vous trouverez combien de cabinets de lobbying ils payent aux États-Unis depuis 2 à 3 ans pour polir leur image. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne payez pas autant d'argent. Mais de toute façon, ils peuvent le faire d'autant plus aisément que c'est aux frais de la princesse ou du prince. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, nous savons, au moins que depuis l'élection présidentielle de 1992, et législative d'ailleurs aussi, qu'il y a des comment dirais-je, des cabinets de communication qui sont très actifs en France et peut-être aussi en Europe, pour qu'on ne trouve pas la bonne conscience. Vous voyez, des sages citoyens français qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un triangle perdu quelque part en Afrique
même si ce pays a des raisons légitimes de croire qu'en raison des liens historiques qui existent entre les deux pays, on pourrait, dans le respect mutuel, quand même se donner des conseils ou des suggestions dans la bonne direction à prendre pour que demain, on ne soit pas obligé de déployer des Français comme au Sahel pour arrêter je ne sais quoi. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que nous sommes dans un pays où, ces dernières années, on a instillé, au-delà des facteurs de déstabilisation, d'instabilité, d'insécurité dont je vous ai parlé, où l'on a instillé la haine dans les veines des Camerounais. Et c'est beaucoup plus terrible que des groupes armés. Parce que les groupes armés, vous pouvez à un moment donné même discuter avec eux et régler le problème. Mais lorsque vous avez installé dans la conscience des gens la haine les uns des autres, ça devient extrêmement difficile à dépasser. Et donc je pense qu'une nation comme la nation française ne devrait pas se faire complice des gens effectivement qui orchestrent cela dans un pays. C'est au-delà d'une exigence morale. C'est un impératif politique catégorique. Et l'histoire, je crois, a donné suffisamment d'enseignements à la France après ce qui s'est passé au Rwanda pour que ce pays ne se permette pas d'être le complice de ce qui est en train de sourdir au Cameroun. Nous avons alerté l'opinion là-dessus depuis 3 ans, en alimentant les rédactions de faits. Nous sommes factuels. Nous avons envoyé les textes écrits. Nous avons envoyé des vidéos sonores. Nous avons envoyé des captures d'écran pour dire qu'il y a un danger. Et là, ça ne devient plus une histoire d'un pays. Ce n'est même plus un problème de la seule France. C'est le problème de toutes les nations du monde parce que nous sommes tous, j'ai compté, on est à peu près à 182 ratifications de la Convention des Nations Unies contre le génocide. Cela veut dire que ça interpelle tous les signataires de cette convention. De dire, on ne peut pas accepter cela. Et j'espère bien. Parce que vous vouliez savoir, Madame de RFI, pourquoi nous sommes en tournée. Justement, c'est aussi pour vous sensibiliser à cette situation. Que vous, parfois, vous voyez de loin. Et nous croyons de notre devoir de venir vers vous pour dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça devient une menace réelle. Voilà pourquoi nous sommes dehors. Il y a Jeune Afrique, mais il y a M. Doubéry qui est là. Je m'appelle Georges Doubéry, je suis journaliste à Jeune Afrique. Plutôt, j'aimerais bien comprendre pourquoi le gouvernement camerounais prend le MRC pour un parti révolutionnaire. Parce que voici la situation. Après le scrutin couplé législatif et municipal qui aura lieu dans quelques jours, scrutin auquel vous ne prenez pas part, vous allez réussir quelque chose, c'est délégitimer les députés, les conseillers municipaux qui seront élus. Parce que le taux de participation sera probablement fait du fait du boycott du NRC. Vous avez déjà réussi à délégitimer M. Biya, vous l'avez démontré abondamment devant le Conseil constitutionnel. C'était un président mal élu. Que va-t-il se passer après le scrutin de février, étant donné que nous aurons 5 ans sans élection, si je me trompe, que va-t-il se passer? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne nous donneriez pas la stratégie du NRC. Mais la situation est celle-là. Ouais. Le fruit sera-t-il suffisamment mieux pour tomber? Je ne sais pas quelle est la suite. Merci. Très bien, merci. C'est une question extrêmement importante, mais qui revient effectivement aux aspects stratégiques. Mais il y a des choses que je peux dire ici, très simplement. Je vous ai dit, la scène politique n'est jamais figée. C'est un travail de chaque jour. Mais je vais vous dire une chose. Nous gardons la main tendue au gouvernement. Quand j'étais en prison, j'ai écrit. Parce qu'on nous a présenté souvent, enfin parfois d'ailleurs, pas souvent, mais parfois, comme étant dans la radicalité. Et quelqu'un qui est dans la radicalité
ne dit pas après le Conseil constitutionnel, moi je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu nous voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant, oui, mais enfin ça, ce n'est pas des gens sérieux, comment peuvent-ils dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement et tout. Ce n'est pas notre démarche. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien, mais en fait toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Je le dis ici, à Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Donc c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire, non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand Nachtigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884, à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabel envoie des émissaires au sud, Ngossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause. Face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, c'est ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté le 15 janvier 1971.
Ernest Ouandira Bafoussam. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. Parce qu'en plus, ils mentent. Allez voir dans les familles de tous ceux qui entretiennent ces discours. Dans leur famille, il y a des gens venant de toutes les régions du pays. Certains ont une épouse qui vient de la région qu'ils vomissent, chez elles. Ils ont des enfants qui ont épousé les gens d'autres régions. Mais ils entretiennent, juste pour leur maintien au pouvoir, une division artificielle entre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Ils ne trouveront jamais chez moi, auprès de moi, un soutien. Et je l'ai dit pour ceux qui croient que je le dis aujourd'hui. Prenez mon texte de 2011, dans lequel j'explique pourquoi je quitte le gouvernement. C'est sur les réseaux sociaux. Je le dis dedans. Pourquoi est-ce que nous ne lisons pas? Ah oui, on a dit que si on veut cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans les livres. C'est pour cela que nous ne lisons pas. Mais lisez-le, je le dis déjà à cette époque. Donc nous avons un problème. C'est ce travail qu'on va continuer de faire. Et je veux dire, pour répondre complètement à la question de M. Doueli, que nous allons continuer. Vous savez, quand j'ai écrit donc, à M. disons au Camerounais en disant que je tends la main à M. Biya, pour que l'on fasse quoi? J'ai dit pour que l'on solde. Pour que l'on solde l'élection présidentielle, donc les désaccords ou le contentieux. Quand vous soldez, je n'ai pas fait beaucoup de comptabilité, mais il semble que quand on solde, ça veut dire qu'on clôt, n'est-ce pas? On tourne la page. Donc cela veut dire que nous voulions justement que l'on tourne la page et que nous ne restons pas éternellement figés, bloqués à 2018. Nous voulons que le pays avance. Et je voudrais dire ici, ce que j'ai dit au Cameroun, je voudrais dire ici à Paris, que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système électoral. Que voulez-vous? C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui de tourner la page. Donc on aura fait une élection présidentielle, on a volé les résultats, on nous aura enfermés 9 mois à plus d'1 an pour certains, et après tout cela, ça aura été simplement une petite parenthèse qu'il faut refermer et se retrouver à la situation où on était en 2017. C'est ça qu'on attend de nous. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de fraude électorale, il n'y a pas eu de détention. Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire de système, c'est juste impossible. Il faut donc que ceux qui m'écoutent et qui peuvent faire parvenir des messages disent que ça ne marchera pas. Que le minimum que l'on puisse faire pour avancer, le minimum, c'est au moins de réformer sérieusement et consensuellement le code électoral. Le système électoral. Je n'ai cessé de le dire. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans ramener la paix dans le nozo. Parce que nous ne serons jamais cautions de la partition de fait du Cameroun. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, en déployant les forces de défense dans les 2 régions, en sachant pertinemment que les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront pas aller voter, c'est acter de facto la partition du Cameroun. Le gouvernement va vous donner des scores. Des scores, comme on disait quand j'étais étudiant, à la soviétique. Ils vont vous dire que le taux de participation était de 60%, 65%. Mais je crois qu'ils n'oseront pas aller jusque-là. Quand même pour la présidentielle, eux-mêmes ont dit que dans le nord-ouest, le taux de participation était de 5%. De 5%. Pour la présidentielle de 2018. Et quand ils disent 5%, il faut entendre 0,05%. Les conditions n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Néanmoins, ils vont aux élections. Donc, le taux de participation sera quasi nul. L'élection du 9 octobre ne résoudra aucun problème. Au contraire, ça va exacerber la crise dans les régions du Nozo. Et nous disons, je termine par là, en tout cas par rapport à cette question, que nous sommes, en ce qui nous concerne, engagés, y compris à apporter notre contribution à la résolution de cette crise. Nous la connaissons. Nous croyons que quelque chose peut être fait.
Nous sommes disposés à tout moment à discuter pour que l'on fasse une réforme consensuelle du système électoral camerounais pour que le pays avance. Si notre obsession était de dire que l'on restait à 2018, nous ne serions pas dans les propositions que nous avons faites jusque-là. Avançons. Donnons aux Camerounais, pour une fois dans l'histoire politique de notre pays, l'occasion de choisir librement leurs dirigeants légitimes, de leur demander des comptes quand c'est nécessaire. Et vous verrez notre pays, dans les 10 prochaines années, être dans les pelotons de tête des pays africains. Un autre média. Bonjour, M. Camteau. Je suis Gérard Lebrun pour le Médiateur d'Afrique. Vous avez fait une tournée américaine il y a quelques semaines. Vous avez rencontré des officiels, et notamment le sous-secrétaire d'État Tibor Nagui. Je voudrais savoir quelles étaient les conclusions de votre rencontre et quel était l'intérêt. Merci. Merci. La tournée américaine s'inscrit dans notre action internationale. Je vous ai dit que la phase 3 du plan de résistance nationale indiquait très clairement, donc c'est pour ça que je disais, nous affichons ce que nous faisons, indiquait très clairement que s'il n'y avait pas de révision consensuelle du système électoral avant les élections, s'il n'y avait pas de progrès dans la résolution du crise de nos eaux, nous allions intensifier notre campagne internationale pour sensibiliser tout le monde, à tous les niveaux, sur la situation de notre pays. C'est ce que nous avons fait en allant aux États-Unis. C'est ce que nous faisons en étant en France. Si nous ouvrons moins facilement les portes en France qu'ailleurs, ce n'est pas faute d'y frapper. Après, quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est lui qui vous ouvre, ce n'est pas vous qui ouvrez. Et nous n'avons jamais cessé de faire les démarches ici, non pas dans l'espoir que qui que ce soit nous ira mettre au pouvoir au Cameroun. Ça n'a jamais été notre intention. Nous avons toujours dit, et je viens d'ailleurs de le répéter, le changement au Cameroun, l'évolution de notre pays dépend et dépendra toujours, dans notre conception, des Camerounais. Je n'attends pas de rentrer dans un transal pour être placé quelque part, non. Mais il est de mon devoir d'expliquer, premièrement, aux pays amis avec lesquels nous avons des liens historiques forts, deuxièmement, aux puissances, membres de la communauté internationale, ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est aussi leur devoir. Vous voyez bien, qu'il s'agisse de ce pays ou des États-Unis, sont des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est eux aussi qui décident des affaires du monde, notamment en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc c'est notre devoir d'aller vers toutes ces nations-là pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. Parce que vous savez très bien que vous pouvez présenter un conflit comme étant un conflit purement interne. Et donc, ça ne concerne pas la communauté internationale. Mais si l'on voit qu'un conflit interne est de nature à affecter la paix et la sécurité d'une sous-région, d'une région ou d'une sous-région, à ce moment-là, l'ensemble de la communauté internationale a le devoir de s'y intéresser. Et nous croyons que ce que vit le Cameroun depuis ces 3 dernières années ne peut plus être considéré simplement comme un conflit interne. Il faut qu'on nous aide, puisque nous n'y parvenons pas par nous-mêmes, à régler ce problème et à le régler au plus vite. Et donc voilà ce que nous essayons d'expliquer partout où on veut bien nous accueillir pour entendre notre point de vue. Il peut arriver que certains pays aient leur propre schéma de lecture de la réalité du monde. Nous ne pouvons que le constater, le respecter, parfois le déplorer, mais nous n'y pouvons rien. En ce qui concerne
notre démarche aux États-Unis, mais c'est valable d'ici également, vous comprendrez aussi que je ne puisse pas aller dans les détails des échanges que j'ai avec les autorités d'un pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous présentons la situation de notre pays et nous présentons les solutions que nous proposons pour régler les problèmes. Toujours, nous présentons les solutions que nous préconisons et que le gouvernement de notre pays connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont faites sous le tapis ou sous... Non, ce sont des solutions que nous avons proposées et pour lesquelles nous semblons ne pas avoir une oreille attentive dans notre pays. Et nous en parlons aussi à nos compatriotes de l'extérieur pour qu'ils comprennent que les forces politiques ne sont pas là simplement pour faire des calculs individuels. Le boycott, évidemment, pouvait être ressenti, et a probablement été ressenti ou mal perçu par certains de nos camarades qui avaient leur propre projet pour devenir députés ou maires. Mais la question est de savoir si nous avons créé le MRC ou si nous bâtissons un parti politique juste pour donner quelques positions à certains de nos camarades ou pour régler les problèmes de notre pays. Et nous avons dit, pour les deux raisons que j'ai indiquées clairement, que nous ne pouvons pas dire, il y a 3000 morts, prenons même le plus bas, 3000 morts, est-ce qu'on se représente 3000 morts quand même dans notre pays? Rien. Des gens qui dorment dans la forêt, des enfants, vous avez vu? Des jeunes soldats que l'on vient de recruter dans notre armée qui sont parfois à peine mariés, qui vont laisser derrière eux des veuves et des orphelins. Des forces de défense et de sécurité, 25 ans, 23 ans, dont on ne parle même plus, on ne montre même plus les images ou les cercueils. Nous voulons que tout cela s'arrête. Et donc, nous allons nous battre. Et pour nous, le geste fort politiquement pour montrer notre désaccord, c'était de dire nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. Si nous étions allés aux élections dans ces conditions, alors nous aurions entériné le système. Nous aurions dit oui, mais enfin, ce n'est pas si grave. La vie politique peut continuer. Nous avions dit le contexte politique et électoral nous est favorable en tant que MRC. Mais nous supplions le gouvernement de reporter les élections de 6 à 12 mois pour que nous réglions les problèmes avant d'aller aux élections. Est-ce que vous croyez qu'on a été entendu? Jamais. Et vous voulez simplement qu'on aille comme ça pour continuer à dire, même la communauté internationale a demandé qu'il n'y ait pas de nouvelles élections au Cameroun sans révision du code électoral. Prenez la résolution à l'unanimité du Parlement de l'Union européenne. Résolution à l'unanimité, ce n'est pas tous les jours, des 27. Qui disent là, je crois que ça doit être au paragraphe 9. Prenez les résolutions du Congrès des États-Unis, du Parlement canadien, résolution de l'Union africaine, plus exactement de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, qui dit la même chose. Et l'Union africaine avait envoyé des observateurs au Cameroun, c'était la seule organisation pour l'élection présidentielle de 2018. Et eux-mêmes ont dit, il y a des insuffisances dans le code. Bien mieux, et l'ECAM, qui est mise en place par le gouvernement, dans 2 rapports distincts, a dit il faut faire la réforme du code électoral. Et l'ECAM. Est-ce que le gouvernement a entendu? Pour quel procès nous fait-on? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Et tout le monde nous dit toujours, oui, mais vous avez tort de boycotter, au point où un parlementaire français, en visite au Cameroun, s'est permis de faire une ingérence aussi grave dans les affaires internes de notre pays, en disant, voilà, ce parti politique-là aurait intérêt à aller aux élections, on a toujours tort de ne pas y aller. Il faut qu'on soit sérieux à cet instant. Sauf si on considère que les Africains ne sont pas des êtres humains comme les autres. On ne peut pas dire, je ne crois pas que dans ce pays, si les républicains disent qu'ils ne vont pas aux élections, on va quand même aller aux élections. Il y a les élections municipales qui arrivent ici en France. Si le parti dit, les républicains disent, on ne va pas aux élections. Et vous savez comment ils ont baissé, n'est-ce pas, en termes électoraux. Mais ça reste la principale force d'opposition. S'ils disent, nous, on ne va pas aux élections, je ne crois pas que dans ce pays, on ira aux élections. On doit quand même faire une pause pour dire, oui, mais il se passe quelque chose. De quoi s'agit-il? Et vous croyez qu'on va continuer comme cela? Vous croyez que le Cameroun appartient à quelqu'un en particulier? Ah non, moi pas. Et je joue mon rôle, j'entends le jouer pleinement. Croyez-moi, mon cher ami, je ne demanderai jamais pardon ou excuse, ou je ne m'excuserai jamais des décisions politiques que je prends avec mes camarades et qui vont dans le bon sens pour notre pays.
Si notre conscience ne peut pas nous juger, l'histoire nous jugera. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on a passé... alors, pareil, on se présente. Encore une vingtaine de minutes. Eric Golf Quattro, correspondant Canal 2 France et journaliste à CNews. Monsieur Camto, vous avez commencé cette conférence en nous disant que vous êtes venu dire merci à tous les Camerounais. Vous avez dit tous les Camerounais, sans exception, même ceux qui passent des journées à vous insulter. Parmi les Camerounais de la diaspora, notamment de France, il y a des activistes, la brigade anti-Sardina, le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, qui, depuis un certain temps, mènent des actions radicales envers les autorités camerounaises, notamment envers le chef de l'État. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été passé ou bien toutes les actions qui ont été menées par ces gens. Seulement, dans ces actions, on a certains de ces membres qui ont des t-shirts à votre effigie, qui ont des écharpes MSC et qui chantent votre nom. Et le gouvernement n'a cessé de dire que vous êtes votre parti derrière ces actions. Vous avez également parlé de radicalité. Ce même groupe, c'est certes divisé, mais il y a le noyau qui est passé à une autre étape. On l'a vu lors de leur conférence en Allemagne, où ils appelaient désormais à prendre les armes. D'ailleurs, ils scandaient Frimacha, Frimacha. Vous êtes en France, ils seront certes là, le premier. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que, M. Camto, aujourd'hui, vous pouvez vous prononcer concrètement? On sait que les membres de votre parti se sont précédemment prononcés en dénonçant ces actions, ces actes et en indiquant que vous n'êtes pas derrière. Est-ce que vous aurez l'occasion d'aborder ce sujet avec ces Camerounais qui viendront vous écouter le premier? Merci. Merci à Canal 2. Je crois que si vous êtes représentant de Canal 2 ici, Canal 2 est basé au Cameroun. Je n'ai jamais entendu Canal 2 poser la question à ceux qui sont à l'origine des violences multiformes. Jamais. Je n'ai jamais entendu Canal 2 dire et condamner pourquoi on a fait naître la crise anglophone et pourquoi on l'a transformé en un conflit armé qui dure depuis 3 ans et qu'on refuse de régler. Vous croyez qu'il y a une forme de violence acceptable, monsieur Canal 2? Y aurait-il une forme de violence acceptable? Vous me posez une question à laquelle vous avez déjà eu des réponses. Puisque je me suis exprimé là-dessus. Pas une fois, pas dans un seul discours. Cher monsieur, je considère mon travail, je prends mon travail un peu plus au sérieux que celui qui consiste à me faire tourner en rond. J'ai dit et je répète, je condamne toutes les formes de violence. Je dis bien toutes les formes de violence. Mais je ne fais pas une distinction comme certains voudraient m'amener à le faire entre une bonne violence qui serait acceptable parce qu'elle serait faite par des gens en uniforme et d'autres formes de violence. Je vous ai indiqué ma voix. Pourquoi me posez-vous une question sur les actes, les actions des autres? Quand j'avais 18 ans, j'avais dans ma chambre d'étudiant un poster de Cheikh Anta Diop et un autre de Che Guevara. Dois-je rendre compte de cela? Pourquoi est-ce qu'on pouvait retrouver un poster de Che Guevara chez moi? Il fallait que je le retrouve dans le maquis en Argentine ou au Congo. Croyez-vous que je serais sérieux si je demandais à certains Camerounais de ne plus porter mes effigies ou oh, portez-les, Camerounais. Portez-les autant que vous voudrez. Les t-shirts. On ne va pas nous prendre à ce jeu-là. On a commencé à dire que, vous savez, pendant 2 ans, on a cherché à établir un lien entre moi et certains de ces groupes. Et vous savez qu'on n'a pas pu. Et vous savez qu'on a utilisé tous les moyens.
vous savez qu'on a utilisé, y compris des gens au sein de mon propre parti, pour essayer d'établir des liens. Et on n'a pas pu. Exaspéré, en fin de compte, j'ai été obligé de porter une plainte en diffamation contre un membre du gouvernement camerounais. Que à chaque sortie, on ne rappelle pas que je suis celui qui est derrière ou que j'ai orchestré les casses dans les ambassades. Cher monsieur, je ne voudrais pas vous réciter mon prix d'écrit. Mais si vous étiez, je crois, dans la sincérité de la couverture de l'information camerounaise, vous devriez en savoir un peu plus sur moi. Et savoir que je ne peux pas passer des années à me disculper de quelque chose que j'ai dans. Ceux qui dirigent ou qui prétendent diriger le Cameroun aujourd'hui me connaissent. Ils savent ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas fait autant pour notre pays que moi-même. Mais ils veulent aujourd'hui se présenter comme les gardiens du temple et dénoncer quelques vandales qui voudraient arriver au pouvoir par tous les moyens, etc. Je voudrais dire très simplement, une fois de plus, à Canal 2, que commencez par demander à ceux qui trient entre les Camerounais, distinguent entre les Camerounais, commencez par leur demander à montrer le même respect à tous les Camerounais. Ils vont voir que déjà ça là, ça va changer. On construit au Cameroun l'image d'une diaspora opposant contre le gouvernement, contre le pays. Moi, j'ai la perception d'une diaspora dynamique, éduquée, que je voudrais demain avec moi pour qu'on construise le Cameroun ensemble. C'est deux démarches complètement différentes. Voilà toute la différence. Et au lieu, justement, de vouloir criminaliser les gens, culpabiliser les gens, regardez-les comme vos compatriotes qui aiment leur pays au moins autant que vous, sinon plus souvent, qui n'ont pas seulement la chance de contribuer, qu'on n'a pas mis en capacité de contribuer, et qui est une vraie chance pour notre pays, parce que très peu de pays de notre continent ont une diaspora de cette qualité. Pourquoi nous ne pouvons pas le reconnaître? Et vous me demandez, vous me prononcez des noms étranges, dont des sigles que je ne comprends même pas, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Vous me demandez de dire, je suis là pour tous les Camerounais, cher monsieur. Pour tous les Camerounais. Et je vous ai dit, je conçois ma mission sur la scène politique camerounaise en 3 points. La première, c'est l'éveil des consciences sur qui nous sommes. Qui nous sommes. Il y a 30 ans, 40 ans, nous fabriquons les motos au Cameroun. Je crois que les Chinois ne savaient même pas encore fabriquer les motos. Ils faisaient que les bicyclettes. Mais nous les fabriquions déjà au Cameroun. Nous étions dans l'électronique, avec Équatorial Électronique, à Douala, boulevard de la Liberté. Évidemment, les vélos. Nous fabriquions les meilleurs objets à poids, les meilleurs contreplaqués, Sofibel, à Belamo. Et je peux énumérer comme ça 203 entreprises. Nous étions la première nation africaine, hors Afrique du Sud et Éthiopie, et peut-être l'Afrique du Nord, sortie d'Air Afrique à créer une compagnie nationale, pilotée par des Camerounais, gérée par des Camerounais. Nous étions la première nation, en dehors des quelques autres que je viens de citer, à construire un chemin de fer qui traverse tout le pays, jusqu'à Ngaoundéré, inauguré par Amadou Ahidjo en 1974, avec à bord M. Pompidou. Est-ce que vous voyez encore quelque chose, des vestiges de tout ce que je suis en train de citer? Donc, nous nous battons aujourd'hui pour ramener le Cameroun là où il était il y a 40 ans. Voilà la vérité. Le reste, c'est du bavardage. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'avais pas imaginé que de mon vivant, je verrais le Cameroun dans l'état où il est. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait détricoter un pays comme on l'a fait du monde. J'assiste avec la plus grande douleur à ce spectacle-là. Et vous me demandez de commencer à créer des cases entre les Camerounais
il y a des colères qui se manifestent. Vous me dites que vous voulez, est-ce que je peux m'exprimer? Enfin, j'entends, je crois entendre certaines personnes du Cameroun que je ne citerai pas me donner des injonctions en ce sens, alors que vous m'avez suivi sur une chaîne concurrente. Dire que si on m'avait demandé mon conseil dans telle action, je n'aurais pas recommandé que l'on utilise la violence, parce que moi je crois que ça n'ajoutait rien à l'affaire. Mais vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'exprimer leur colère, surtout quand de l'autre côté, il y a des violences aussi graves. Donc, condamnons toutes les violences, et moi je condamne toutes les formes de violence. Très bien. Alors, juste une précision, encore maximum 2, 3 questions et on arrête. Et que les médias. Donc, alors, il y a que les médias. 2, 3 questions et on arrête. Monsieur Camteau, bonjour, c'est Louis Penaillou. J'ai principalement 2 questions à votre endroit. La première, c'est que votre incarcération a duré pratiquement 9 mois. Vous n'étiez pas le seul à être incarcéré. Il y a une grande partie de l'équipe de direction du MRC qui l'était également. Il y a une partie également importante de vos militants qui étaient avec vous. Il n'y a pas eu une véritable condamnation de la part des autres candidats à la présidentielle au Cameroun. Il n'y a même pas eu une condamnation très vive de la part des autres partis politiques. Est-ce que vous ne craignez pas que ce précédent puisse se répéter à l'avenir, vu qu'il n'y a rien eu pour empêcher que cela se produise? La deuxième chose, c'est aujourd'hui, vous avez fait le choix de boycotter ces élections. Votre parti n'a pas remporté la présidentielle. Il y a bien sûr un contentieux post-électoral qui est en cours, mais officiellement, il n'a pas remporté la présidentielle. Il ne prend pas part aux législatives, il ne prend pas part aux municipales. Il ne pourra donc pas être au régional non plus. Comment est-ce que vous allez contribuer à l'animation de la vie politique pendant les prochaines années si vous n'avez aucune instance de pouvoir dans laquelle vous pouvez intervenir? Merci. Bien, merci. Vous faites un constat que je peux partager avec vous, c'est-à-dire l'attitude des autres formations politiques de l'opposition camerounaise. Mais ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est à eux. C'est à ces partis, enfin à elles, ces formations politiques. Chacun a son choix. Et ultimement, c'est au peuple camerounais d'observer la scène et de se faire son opinion par rapport à la fois aux partis politiques et aux hommes politiques. Si vous dites que vous vous battez pour changer le pays et que vous choisissez une logique institutionnelle, cela veut dire que vous devez vous donner les moyens d'être en capacité de conquérir quelques leviers où vous pouvez effectivement agir pour apporter les changements espérés. Alors, quand on va aux élections annoncées 9 octobre prochain, en sachant qu'on ne peut pas avoir même 1% ou 2% des députés à l'Assemblée nationale, non pas parce qu'on ne pourrait pas si les conditions étaient réunies, mais parce que tout est fait pour que vous ne les ayez pas. Quel est le message que vous donnez aux Camerounais? Je vais être plus clair et plus simple. D'après les chiffres annoncés par Elecam, du nombre de candidats en compétition par les différents partis qui vont prendre part à ces élections, l'ensemble de l'opposition camerounaise réunie va compétir pour 46 sièges. L'Assemblée nationale camerounaise compte 180 sièges. Donc, ils sont toute l'opposition en compétition. Cela ne veut même pas dire qu'ils ont déjà gagné les 46 sièges. Mais à supposer même que le pouvoir leur laisse les 46 sièges, le RDPC aura 136 sièges. Il n'a même pas besoin d'aller aux élections, de battre campagne, voulais-je dire. Quel est le message que l'ensemble de ces partis politiques, dont nombreux se sont plaints de ce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de composer leur liste, de pouvoir former, comment dirais-je, toutes les listes qu'ils pouvaient composer, voire des coalitions.
Quel est le message qu'il donne aux Camerounais en allant néanmoins à ces élections? Nous, on aurait pu faire la même chose. Peut-être avoir la chance d'avoir quelques sièges. On nous dit d'ailleurs qu'on avait déjà promis, puisque vous savez que les élections camerounaises... Donc nous, c'était 5 sièges de députés, je crois, et 3 mairies. Donc c'était arrêté. Imaginons même que nous, on soit allé pour obtenir 15 sièges, 20 sièges, qui ne représentent pas notre poids politique au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait changé? Parce que vous me dites toujours, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait ces sièges de députés, à part le fait que des gens auraient pu toucher de l'argent mensuellement au titre de leurs indemnités de députés? Dites-le moi. Donc il faut qu'on arrête d'utiliser de grands mots de circonvolution pour perdre les Camerounais. Là, je vous donne des chiffres. Je n'ai entendu personne me sortir cela, aucun journaliste. Alors que voilà la réalité. On va aux élections, l'ensemble de l'opposition va pour compétir pour 46 sièges sur 180. Qu'est-ce que c'est ce genre de système démocratique? Et vous vouliez que nous, on soit dans la charrette de l'accompagnement. Ce n'est pas notre option. Ça prendra le temps que ça prendra, M. Kémajou. Mais on travaillera à ce que le peuple camerounais conquiert sa liberté. C'est notre option fondamentale. Ça prend du temps. Nous avons pris le chemin le plus long. Les raccourcis, c'est précisément la violence. J'aurais pu, à plusieurs reprises, appeler mes compatriotes. Mais nous avons choisi le chemin le plus long, le plus difficile. D'autres nations africaines ont expérimenté d'autres formules. Nous disons celle-là. Mais nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. La preuve, d'ailleurs, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, je crois qu'il est parti, le monsieur de Canal 2, si nous ne devons pas, voilà. Oui, nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. Si les Camerounais, devant l'exaspération, choisissent d'autres modalités d'action, je n'ai aucun moyen de les en empêcher. Pourtant, j'aurais tout fait pour éviter que l'on en arrive à la case de la violence. Donc, ce que je peux vous dire, encore une fois de plus, peut-être que vous êtes arrivé un peu en retard parce que la même question m'avait été posée, nous allons continuer à faire notre travail politique. Et puis la scène politique n'est pas figée. La scène politique n'est pas figée. Peut-être qu'on va reprendre les élections dans 6 mois au Cameroun, dans 1 an. Qui sait? Alors, je peux dire qu'on prend les 2 derniers en même temps et comme ça, voilà, le président n'aura qu'une seule intervention sur les 2 derniers. On prend les 2 questions en même temps. Bonjour et merci pour votre présence. Je suis Jean-Célestin Yangui, je suis correspondant à Europe du journal Le Messager. C'est un journal qui vous tient particulièrement à cœur parce que vous avez fait beaucoup pour ce journal, notamment en inaugurant la rubrique Forum qui est restée légendaire jusqu'aujourd'hui. Ma question porte sur la jeunesse. On en a parlé un peu au début de cet entretien. Le 11 février, le Cameroun, là encore, aura été pour mal le premier pays en Afrique à célébrer la fête de la jeunesse. Ça va être la 54e édition. Donc depuis 1966, de la célèbre. Et cette jeunesse, il y a 12 ans, a subi des violences terribles. Moi, j'étais au Cameroun à l'époque, je travaillais au Messager à Douala, j'étais chef de service société. Le 25, 26, 27 février 2008. La jeunesse qui manifestait contre le projet de révision constitutionnelle, aussi contre les émeutes de la faim, en tout cas contre la hausse des prix des denrées de nécessité, a été prise à partie, pire, massacrée, puisque le gouvernement à l'époque, par la voix du ministre de la Communication, a reconnu que les forces de l'ordre avaient tué 20 jeunes. Moi, j'avais sorti un livre qui m'a permis d'enquêter. J'avais trouvé qu'il y avait plus de 200 jeunes qui ont été tués. Le livre s'appelle Cameroun invoquant en sommeil. Vous avez dit, aucun changement ne pourra se faire sans la volonté des Camerounais. Je suis d'accord avec vous. Sauf que quand ces Camerounais sortent dans la rue, ils sont jeunes en plus, c'est des lycéens et universitaires, qui manifestent contre un projet de modification de la Constitution et qu'on tire dessus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre?
Ça, c'est la première question. Deuxième question. Vous avez dit, on ne peut pas croiser les bras et regarder qu'il ne reste qu'à la jeunesse, que ce soit le désert, soit la Méditerranée. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la jeunesse camerounaise? Voilà ma question. Merci beaucoup. Mais merci aussi, M. Yang, pour le bref rappel historique que vous avez fait par rapport aux messagers, que beaucoup de gens ne savent pas. Je vous sais gré d'avoir rappelé cela parce que je me disais peut-être, Djawé étant parti, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on a pu faire à certaines époques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La jeunesse camerounaise. D'abord, permettez-moi de dire qu'à l'époque, il y avait eu d'ailleurs des divergences dans les chiffres officiels. Parce que le ministre de l'administration territoriale de l'époque, finalement, avait reconnu 40 morts. Donc, pas seulement 20, mais 40 morts. Oui, à la fin, tout à fait. Et moi-même, j'étais à la justice à ce moment-là, comme ministre délégué. Et dans le rapport annuel que nous faisions sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, j'avais insisté, et si vous y allez dans le volume de 2008, vous verrez que j'avais insisté pour que l'on dise, suivant d'autres sources, il y a eu, et ça, moi, mes chiffres étaient les chiffres de l'ACAT. Il y a eu 150 morts, 154 morts à peu près. Donc, on avait quand même eu le souci historique de garder cela pour qu'il y ait trace. Oui, quand les jeunes descendent dans la rue, ils sont confrontés à la mort. Et c'est ce qui est terrible chez nous aujourd'hui. Ce que je ne peux pas comprendre, qu'il y ait des Camerounais, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, qu'ils puissent se satisfaire de ce que, parce que des jeunes manifestent, et peut-être qu'ils seraient en désaccord avec le pouvoir en place, qu'on puisse tirer sur eux. Je ne peux pas comprendre cela. Parce que quels que soient nos désaccords politiques, on doit pouvoir reconnaître, d'ailleurs pas seulement aux jeunes, que des Camerounais puissent exprimer leurs désaccords. Parce que si on ne le fait pas, comment on fait? On doit choisir le maquis alors. Et je crois que M. Biaki lui-même disait, on n'aura plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Il faut quand même. La vertu de la démocratie, c'est qu'elle permet la catharsis collective en permanence. Parce que quand vous êtes en colère sur le fait que les choses ne marchent pas, quand Douala et Yaoundé on met 9 heures alors qu'il y a quelques années on mettait 3 heures, que vous n'avez plus de train sûr entre Yaoundé et Ngaoundéré, etc., etc., on peut quand même comprendre que vous n'avez plus d'eau potable qui coule du robinet, que l'hôpital est le lieu le plus sûr où on peut trouver la mort, plutôt que d'aller recouvrer la vie. On peut quand même comprendre que les Camerounais puissent ne pas être contents et qu'ils l'expriment. J'aurais voulu d'ailleurs que l'on trouve même prétexte de ce que ces jeunes ont posé des actes répréhensibles. On tire sur les jeunes le 26 janvier 2019, alors qu'aucun d'eux, d'ailleurs, vous avez les vidéos, un jeune qui marche. Et on dit, vous voulez marcher, on lui tire dessus à bout portant. À bout portant. Alors, c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. On ne peut pas ça. Je veux dire, il n'y a pas de chapelle politique par rapport à ça. On doit tous dire non. C'est notre pays, à nous tous, peu importe. Et on nous a, voyez, où est-ce qu'on nous a amenés? On nous a amenés dans une situation où chacun est dans son camp à soi. Oh bon, il a un problème, ça le concerne. Bon, de toute façon, tant que ça... Mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous arriver de façon inévitable. Dans les jeunes, moi, je continue à leur dire, croyez en ce que nous faisons et que nous faisons ensemble. Moi, je suis de la génération de leurs parents. J'aurais pu aussi me calfeutrer dans un petit confort douillet quelque part. D'ailleurs, certains de mes amis me disent, mais enfin, tu es fou, qu'est-ce que tu as à t'emmerder, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Et je dis, je ne suis pas né au Cameroun par hasard, j'ai ma petite contribution à apporter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, dès que j'ai fini mes études ici, je suis rentré au Cameroun, alors que mon université me proposait un poste, j'ai dit, non, non, ça se passe là-bas. Nous aussi, il faut que ce soit beau comme on voit ici, là. On doit travailler pour que ce soit comme ça. Et je n'ai pas changé d'idée. Donc, à partir de là, moi, je vais dire aux jeunes,
il ne faut pas baisser les bras. Il faut, même si ça peut apparaître comme un mythe de Sisyphe, où on va à nouveau et chaque fois rouler la pierre, un jour, elle ne descendra plus, la pierre va rester au sommet. Mais je dis toujours, ce jour peut être long ou court, ça dépend de nous. Nous pouvons accélérer le processus de changement au Cameroun. Parce que, songez un seul instant, pour revenir à l'excellente question de M. Luc Emajou de l'attitude des autres partis de l'opposition. Imaginez qu'on ait fait tous bloc pour dire que donc nous pouvons pas aller à ces élections dans ces conditions. Je ne crois pas que même avec l'arrogance habituelle de ce régime et sa témérité, ils seraient passés outre pour aller faire des élections. Parce qu'ils n'auraient eu personne pour les accompagner. Ils adorent ça, des gens qui les accompagnent, dans les applaudissements et les you-you. Mais pourvu qu'ils ne prennent pas part au festin, vous devez être là. Donc voilà. Mais non, mais on ne l'a pas fait. Et donc c'est un travail extrêmement difficile. Je dis, la voie qu'on a choisie, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est également un chemin sûr, parce que moi je vois là où on va arriver. Je vois très clairement là où on va arriver. Et on va y arriver. Ne me dites pas comment on le fait, mais on va y arriver. Et ne sais pas par le mystère ou quoi que ce soit, on va arriver parce que je vois très clairement le chemin. Alors, dernière question, médias en ligne, et on a terminé. Bonjour Président. Landry Tchatchouan du web média en ligne Le 4e Pouvoir. Je suis tout de même le correspondant du Média True Africa basé aux États-Unis. Je vais sortir de la thématique que nous abordons, celui du remerciement et du plaidoyer pour la paix dans les régions du Nozo. Je vais poser une question assez pathétique, vu que depuis le décès de Maître Sope, on ne vous a pas entendu, nous n'avons pas eu ce privilège de vous rencontrer. Nous voudrions tout simplement savoir quel est votre état d'âme depuis la disparition de votre confrère, celui-là même qui a mené tout ce collectif d'avocats en vue de votre libération. Nous voudrions bien un commentaire ce jour à cet effet. Merci beaucoup. Vous permettrez que je me réserve de m'exprimer sur le décès de Maître Sope Sylvain, qui n'était pas militant du MRC. Je tiens à le souligner, qui n'était pas militant du MRC, mais qui était un homme exceptionnel, qui était un petit frère, mon ami, mon fils, si je veux dire. Vous permettrez que je m'exprime en temps opportun sur le décès de Maître Sope. Et je m'exprimerai, vous pouvez être sûr. Merci, Monsieur le Président. Donc, on a terminé, la conférence est terminée. Rendez-vous samedi 1er février, place de la République. Il semble qu'elle veut une dernière question. Je ne sais pas si c'est de quel média. Oui, mais elle a levé la main depuis. Bon. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas sauter mon sujet. Je ne voulais pas sauter cette occasion parce que c'est comme on est dans la diaspora. On marche, on essaye de mener le combat de notre façon. Et il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes condamnés à rester en France parce que peu que nous avons marché et que nous avons exprimé notre ras-le-bol, ils courent sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons même plus mettre pied dans notre propre pays. Est-ce qu'il y a des démarches à faire pour sortir de cette situation? Comment est-ce que nous, les gens de la diaspora, je parle pour les activistes aussi, les chroniqueurs qui ont perdu même leurs parents, qui ne peuvent plus se rendre au pays, comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Donc c'est une question qui me tient vraiment à cœur et que je tenais à poser. C'est pourquoi je suis venue à cette conférence, que je ne suis même pas invitée. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de cette question. Vous savez, il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous en tenez pas uniquement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parfois, les gens jouent à se faire peur. À dire, si je vais au Cameroun, on va m'arrêter.
Peut-être c'est vrai. Mais je ne peux pas vous donner une réponse tant que je n'ai pas un cas. Si on arrête un Camerounais parce qu'il a exprimé ses opinions, ici d'ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur du Cameroun, exprimer son désaccord et qu'on l'arrête pour cette raison-là, alors on a un cas, et à partir de là, je peux commencer à vous répondre parce que je peux vous dire ce qu'on peut faire. Mais je ne peux pas répondre par anticipation sur ce qui n'existe pas. Et je crois, encore une fois, très sérieusement, que beaucoup jouent à se faire peur et que aussi les gens du régime jouent à vous faire peur. Parce qu'ils écrivent, certains arrivent à trouver vos numéros de téléphone et vont vous envoyer des messages anonymes, vont vous insulter, vont proférer des menaces, justement pour vous faire peur. Nous avons le cas de Wilfried Sioé, par exemple, de l'Allemagne. Oui, bon, le cas de Wilfried Sioé est suivi. Il est suivi, vous savez que ça fait partie des dossiers que nous suivons. Le collectif d'avocats, là, je crois que j'ai dans le point qui a été fait récemment, il a été présenté devant les tribunaux il n'y a pas longtemps. Son cas, il est encore en détention parce qu'il est parmi ceux que l'on a accusés après et jugés pour les échauffourées qui ont eu lieu à la prison centrale. Parce que dans le cadre des marches, tout le monde, il y a eu l'arrêt de poursuite pour tout le monde. D'ailleurs, même Mamadou Yacouba n'est plus là à cause des marches, mais à cause du soulèvement qui a eu lieu à la prison centrale, pour lequel ils ont été condamnés à une peine de 2 ans. Je crois qu'il y en a un qui a eu pris 3 ans, si je me trompe, mais en général, c'est 2 ans. Et même là, nous sommes en train de faire les procédures pour leur libération. Et même si, par malheur, ils étaient gardés pour 2 ans, nous irons jusqu'à la Cour suprême et au-delà pour qu'ils soient blanchis et que les réparations leur soient payées un jour. Parce que nous avons des vidéos montrant très clairement, par exemple dans le cas de Mamadou Mota, qui n'a jamais incité à la violence, au contraire. Il a essayé de calmer les détenus qui se soulevaient contre les gardiens de prison en disant « si on a quelque chose à faire, ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre la prison, c'est contre ceux qui dirigent le pays. Donc rentrez chez vous. » Et on est venu le sortir, lui, de sa cellule. On ne l'a pas pris dehors. Il était déjà dans sa cellule et on l'a amené, on l'a torturé, comme vous le savez, cassé le bras, ouvert le crâne et tout. Donc le cas de M. Sioé est plutôt dans ce cadre. D'ailleurs, les 14 qui sont encore en détention, c'est justement ceux qui avaient été condamnés. À la suite, vous avez suivi le mouvement à la prison centrale, où c'était d'ailleurs pas des militants ou sympathisants du MRC, je tiens à le souligner, c'était des détenus de la crise anglophone, qui se plaignaient de ce que depuis 3 ans, on les extrayait, on les amenait au tribunal, on les ramenait parce que l'affaire était renvoyée. Ils ont dit, si vous ne voulez pas nous juger, laissez-nous rentrer chez nous. Voilà comment cette émeute a commencé. Et donc, nous sommes là pour nous tenir à leur côté et pour montrer devant la justice camerounaise et, si besoin est, devant la communauté internationale et toutes les instances qui sont compétentes pour examiner de tels recours, que ce sont des innocents qui ont été illégalement condamnés. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. D'ailleurs, M. Sioé, me dit-on, je ne vais pas prolonger, me dit-on, et ça, la presse internationale qui est là, ils sont presque tous partis, heureusement il y en a quelques-uns encore, M. Sioé, me dit-on, a été interpellé parce qu'il avait en main un livre que j'ai écrit, L'urgence de la pensée. Mais comment peut-on arrêter le lecteur et pas l'auteur? Parce que c'est moi qui ai écrit. Et je ne sais pas ce qui dans ce livre, qui est encore disponible. On vient de faire maintenant un tirage en dehors des tirages pirates. On y reviendra. On de faire un nouveau tirage. Relisez-le s'il y a une seule ligne. Je ne parle même pas d'individus. Il n'y a aucun nom dedans. Moi, je parle du fonctionnement du système politique, de la démocratie, de l'absurdité, de la stupidité, du tribalisme. C'est tout ce dont je parle dedans. Et on l'a arrêté, lui, parce qu'il est lecteur, et on laisse l'auteur. Donc, il y a là quelque chose avec notre pays. Et il y a un cas qu'on ne peut pas oublier, qui est celui de Paul Tchouta. Bon, mais qui, lui, n'a pas été arrêté dans le cadre des marches, qui est dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à une écrivaine. Et je demande jusqu'aujourd'hui, ça c'est la première fois que je vois
si la qualification juridique est bonne, c'était au mieux de la diffamation. Même si c'est de l'outrage. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un placé en détention, donc dans une situation privative de liberté, pour un motif de diffamation. Et pire, la procédure n'a pas encore commencé. Monsieur Tchouta est là, ballotté. Si tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux est exact, il y a lieu aussi de s'inquiéter de son cas, puisque j'apprends qu'il aurait été victime d'une intoxication alimentaire. Je préfère utiliser ce terme, je ne sais pas ce que... Et donc, c'est tout cela notre pays. Et je voudrais ici, à nouveau, chers amis, interpeller les Camerounais de toutes les chapelles politiques. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de cela? Est-ce que nous pouvons... Ce n'est quand même pas possible. Le Cameroun, je crois qu'il faut qu'on s'accorde au moins sur une chose. Après, on ira faire la bagarre politique. Qu'il faut que l'on respecte les droits fondamentaux de la personne humaine. Les droits donc, et la liberté d'expression, de manifestation. Il faut que l'on mette un terme très rapidement à la guerre, au désastre, à la tragédie qui se noue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et enfin, donnons une chance à la jeunesse camerounaise en lui donnant la possibilité de choisir ses dirigeants légitimes pour le mettre sur le chemin de la modernité, dans un monde où la compétition est féroce et où leurs concurrents ne sont pas leurs voisins de tel ou tel ethnie, ni même de tel pays voisin, mais leurs concurrents sont en Chine, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Ce sont des citoyens d'un monde globalisé. C'est cette chance-là que je voudrais que nous donnions collectivement à notre jeunesse. Et peu m'importe celui qui portera le projet si c'est le choix des Camerounais. Je vous remercie. Merci. Oh, sorry. Désolé. Oui. Non, non, non.